Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Il est 13h à Abidjan, maintenant les titres de votre édition. Les ministres africains réunis au Gabon, c'était à l'occasion de la 16e conférence sur l'environnement pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et ici à Abidjan, on parlera du 3e symposium technique régional sur le partenariat public-privé et la sécurité des patients en Afrique. Les organisateurs ont réfléchi à comment améliorer la qualité des soins en Afrique. Et puis l'Allemagne s'apprête à recevoir le G20. L'événement s'ouvre demain. 30 manifestations annoncées pendant la durée du sommet. Hambourg redoute surtout des accrochages. Tout d'abord, la route de l'esclave. C'est un projet à caractère historique qui est lancé ce jeudi à Tiassalé. 24 heures avant le lancement officiel de ce projet, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec l'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo. Il faut préciser qu'il est là justement dans le cadre du lancement de la route de l'esclave. Nous l'écoutons. Nous avions un devoir de mémoire. Tout le monde sait maintenant, avec tous les travaux qui sont sortis, que ce soit d'Aimé Césaire, Senghor et tout le monde, que l'Afrique a perdu pendant 4 siècles 100 millions d'hommes, de femmes, au cours de la déportation. Maintenant, ce qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est que tu prends le Kansas, le Delaware, tu crois que c'est le nom, on peut dire, des populations de ces pays qu'on a gardé sous cette forme-là. Alors je crois que ce que nous faisons en Afrique, à mon avis, c'est capital. À plusieurs titres, non seulement pour notre mémoire, mais également parce que, comme je le disais au vice-président tout à l'heure, quand j'étais en Jamaïque, les Jamaïcains disent, quand nous mourrons, notre corps est enterré ici. Mais notre âme s'en retourne, on peut dire, en Afrique. Et vous ne vous développerez pas tant que nous n'aurez pas offert à nos âmes errantes une sépulture. Et je crois que demain, ce que nous faisons, au-delà du symbole, et tout ça, c'est surtout spirituel. Et je suis vraiment fier d'être parti de cela avec le vice-président. Voilà, l'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, vient donc de se prononcer sur la route de l'esclave, un projet à caractère historique. L'événement est lancé ce jeudi à Tiassalé. Ici à Abidjan, le Premier ministre a accordé une audience au directeur général du commerce international et de l'investissement de l'Espagne. L'objectif est de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Le point juste avec Gabriel Zané. Ils ont revisité la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne ce mercredi 5 juillet, en fin d'après-midi, accompagné de l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire, José Luis Kaiser Morairas, le directeur général du commerce international et de l'investissement de l'Espagne, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont défini les secteurs prioritaires d'investissement. On veut être utile pour la croissance et le développement de l'économie. On considère la Côte d'Ivoire une économie prioritaire par sa stabilité macroéconomique, par les perspectives de croissance à l'avenir. Et donc on veut être utile pour la croissance soutenable à l'avenir de l'économie ivoirienne. Donc on a parlé des différents secteurs, des différentes priorités et quelles possibilités de financement pour la politique commerciale espagnole pour collaborer et renforcer la relation avec les entreprises ivoiriennes. L'économie de la Côte d'Ivoire est forte car elle est stable. Selon José Luis Kaiser Morairas, c'est toute chose qui réconforte l'Espagne et pourrait faciliter l'investissement du pays. Le Gabon, à 3 heures de vol d'Abidjan, a accueilli la 16e conférence des ministres africains de l'environnement. Une seule question était au centre des préoccupations, c'est comment investir dans les solutions environnementales pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le commentaire de Grace Kando. La 16e session de la conférence des ministres africains de l'environnement, tenue à Libreville au Gabon, a été l'occasion de passer en revue les problèmes environnementaux et de développement durable auxquels l'Afrique est confrontée. Cette rencontre à laquelle la Côte d'Ivoire a pris part s'est tenue dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030
qui portent notamment sur la protection et la préservation de l'environnement. Au terme des échanges, plusieurs décisions ont été prises. Elles prennent en compte les défis environnementaux que l'Afrique doit relever en utilisant de manière efficiente son capital écologique afin d'assurer aux générations futures un mieux-être. Au cours de cette 16e session de la conférence des ministres africains de l'environnement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire a mis son séjour à profit. Anna Désiré Ouloto a eu plusieurs rencontres bilatérales avec des experts de l'environnement. À la clé, une signature de convention cadre de coopération 2017-2020 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU Environnement. Il faut aussi lutter contre les sachets plastiques qui polluent l'environnement. Ici en Côte d'Ivoire, on fait le bilan des 4 ans après l'interdiction des sachets plastiques. Le comité interministériel de suivi qui a été mis en place s'est réuni. Message essentiel, accentuer la sensibilisation et la répression pour atteindre l'objectif de 0 sachet plastique polluant, nous dit Justine Sey-Djiké. 4 ans après la mise en œuvre du décret d'interdiction des sachets plastiques, un progrès a été enregistré quant à la disparition progressive de ces sachets plastiques. Il y a eu près de 90 000 sachets qui ont été saisis, des machines, de nombreuses machines qui ont été arrêtées. Il y a même une entreprise industrielle qui a été sanctionnée. Donc nous sommes dans la phase de répression. Bien entendu, on continue à sensibiliser. L'évaluation partielle des actions du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de ce décret de 2013 est l'occasion pour les responsables d'entreprises de réaffirmer leur engagement à faire en sorte que les sachets plastiques non dégradables ne soient plus produits dans leurs usines. Donc les industriels aujourd'hui ne produisent plus de sachets plastiques si ce ne sont pas des sachets plastiques biodégradables. Et beaucoup d'entreprises également sur le plan commercial ont remplacé les sachets plastiques par du papier, par du carton, par d'autres produits, etc. Malgré ces avancées, la vigilance reste de mise s'agissant des contrôles aux frontières pour empêcher l'entrée des sachets plastiques produits dans d'autres pays sur le territoire ivoirien. Des actions concertées avec les pays de la CEDEAO pour intensifier la lutte sont envisagées. Des initiatives déjà prises sont à poursuivre et renforcer. Ce sont entre autres la sensibilisation avec un accent particulier sur la vulgarisation des alternatives et emballages réutilisables, la récupération, le rachat et la valorisation des emballages polluants existants dans les circuits de consommation, la distinction des entreprises reconverties dans la production d'emballages plus respectueux de l'environnement, le renforcement de la répression et son extension à tout le territoire national. Et dans la même veine, l'opération Grand Ménage vient pour inciter les populations à rendre leur cadre de vie propre. Message bien perçu par les étudiants, ils ont décidé de nettoyer les rues et la baie lagunaire. Moussa Konaté. Village de Blocos dans la commune de Cocody. Ce samedi 1er juillet 2017, il est 9h. Des jeunes en pleine activité de nettoyage. À l'aide de balais, pelles, râteaux, brouettes, ces étudiants réunis au sein du réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et le leadership africain Revilla ramassent les ordures et autres déchets dans les rues et sur la baie lagunaire. Prendre soin de l'environnement coûte cher, ne rien faire coûte encore plus cher. Il appartient à nous qui sommes jeunes de participer et de prendre une part active à toutes les actions du gouvernement pour pouvoir améliorer le quotidien de nos populations. Soutenu dans cet élan par l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, le Revilla affiche ainsi sa contribution à l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement ivoirien. La structure est donc encouragée dans son initiative. Le travail est encore plus important parce que ce qu'il y a comme déchets à nettoyer est très important et certainement la nation va s'impliquer avec des moyens conséquents. Nous avons vu les bords lagunaires qui sont très difficiles à traiter. Donc nous allons mettre en œuvre des moyens conséquents pour pouvoir donc assurer le traitement de ce bord lagunaire, qui n'est pas du tout un traitement ordinaire. L'opération Grand Ménage est un engagement national pour permettre au Revilla de poursuivre ses activités. L'organisation estudiantine reçoit du matériel de salubrité.
Environnement et santé, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire et le Réseau international pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité ont organisé le 3e symposium technique régional sur le partenariat public-privé. Le congrès scientifique est placé sous le thème « Améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients en Afrique ». Davis Oyo et Isaïo. Les systèmes de santé de la région africaine sont caractérisés par une faible accessibilité aux soins et des plateaux techniques sont souvent obsolètes. Un constat lié à un faible financement global du secteur qui varie entre 4 et 5% selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pourtant, l'OMS a recommandé aux chefs d'État africains au sommet d'Abuja d'octroyer 15% du budget national au secteur de la santé pour mobiliser des fonds et assurer l'amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients. Le 3e symposium technique régional sur le partenariat public-privé s'impose. Le partenariat public-privé est la meilleure solution pour que nos États puissent atteindre l'objectif de fournir des soins de santé de qualité. Il y a de nombreuses organisations qui ont des fonds qui sont prêts à mettre à la disposition des systèmes de santé en Afrique. Nous devons toujours réfléchir ensemble pour voir comment rendre cela plus efficient. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, entend faire de ce partenariat un axe du développement du système de santé. Ce symposium vient donc pour nous, en tout cas au gouvernement, à point nommé pour approfondir l'ensemble des questions relatives à une meilleure organisation du partenariat public-privé dans le domaine de la santé, plus particulièrement en vue de faire de la Côte d'Ivoire un hub médical. Ce congrès scientifique ambitionne faire du partenariat public-privé une plateforme d'harmonisation des stratégies nationales dans le domaine de la santé, afin de faire de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire, un pôle touristique médical. C'est un dossier qui préoccupe les États de la CEDEAO. Il s'agit des apatrides, des personnes qu'aucun pays ne reconnaît comme leurs ressortissants en fonction de leur législation. Il faut souligner que la Côte d'Ivoire abrite 700 millions d'apatrides. Notre reporter Hervé Blé a cherché à comprendre leur situation. Suivons ici et maintenant son élément en 6 minutes 08. Je suis un jeune qui n'a pas de papier du tout. Mon père est mort lorsque j'étais petit, ma mère est morte lorsque j'étais petit. J'ai perdu, mes papiers et puis j'ai perdu, le numéro de mon extrait de naissance. Vous avez établi mes papiers, mais le numéro ne correspond pas. Le quotidien pour Albert Akamputu apatride rime souvent avec sentiment d'impuissance, absence de droits fondamentaux comme l'éducation, les soins de santé, l'emploi, la liberté de circulation. On ne peut pas travailler dans la société, tout est dû. Vous voyez un peu, je travaille ici, là, ce n'est pas de mon choix. Voilà. Mais je n'ai pas de choix à faire. Ma mère m'a mise au monde, elle est décédée. Et elle n'a pas de papier. Je n'ai pas connu aussi mon père pour pouvoir prendre ses papiers, pour pouvoir faire pour moi aussi. Moi et mes amis, on arrive au corridor, tout le monde descend. On va monter les pièces. Moi je sors, il n'a pas de papier. Ils vont me mettre à côté, demander pardon jusqu'à comme ça fait honte. Selon le HCR, le monde compte 10 millions d'apatrides. 1 million vivent en Afrique de l'Ouest, dans la majorité en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques officielles, nous travaillons sur la base d'un chiffre de 700 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur une étude qui a été commise par le HCR, une étude menée par l'Institut national des statistiques et des statisticiens norvégiens. C'est en voie de finalisation. L'idée, c'est que après que cette étude serait finalisée, un rapport serait établi. À l'issue de ce rapport, nous allons donc mettre en œuvre un programme d'identification qui nous permet de voir exactement où se trouvent les apatrides, quelle est l'ampleur de la problématique de l'apatridie en Côte d'Ivoire, quelles sont les personnes à risque d'apatridie. Permettre aux personnes dépourvues de nationalité de la recouvrer et de jouir ainsi de ses avantages juridiques, cette préoccupation, la Côte d'Ivoire l'a fait sienne depuis longtemps. L'une des avancées importantes était tout d'abord la ratification des 2 conventions sur l'apatridie en 2013. Et dans la même année, nous avons pris une loi permettant d'octroyer la nationalité ivoirienne à un groupe de population, les immigrés historiques,
ainsi que leurs descendants nés sur le sol ivoirien. Elle a été mise en œuvre pendant 2 ans, et ce qui a permis de recueillir 123 810 souscriptions, avec à la clé des délivrances de certificats de nationalité. Afin d'aider les personnes apatrides ou à risque d'apatridie à tirer le meilleur parti de la loi sur la nationalité, le HCR rapporte son aide avec l'appui de certaines organisations. Le partenariat que nous avons eu avec HCR, ça consiste au cas de rejet des pétitionnaires de nationalité, soit pour dossier incomplet, soit pour toute autre raison. Notre rôle, c'est donc d'apporter une assistance juridique et judiciaire à ces cas de dossiers-là. Les cas qui nous ont été référés par le ministère de la Justice, nous avons eu 1963 cas. Les motifs du rejet, ça peut être le fait qu'il y a des faux documents où les dossiers sont incomplets. Par exemple, un individu est né en 1980. La déclaration de sa naissance n'a pas été faite dans le délai qui est imparti par la loi. Et après, il va faire des extraits. Au lieu d'aller faire un jugement supplétif d'abord, il va se faire établir un faux extrait de naissance. Et donc, on rejette son dossier parce qu'on estime que cet extrait de naissance, ça, il est faux. Donc, nous, notre rôle, c'est de l'accompagner maintenant devant les juridictions pour obtenir donc ce jugement supplétif. Myrna Ajami a mené pour le compte du HCR une étude sur l'apatridie et la nationalité en Côte d'Ivoire. L'experte en apatridie fait des recommandations. D'abord, c'est d'assurer que les enfants qui sont nés sur le sol ivoirien de parents inconnus ont le droit à acquérir la nationalité d'origine. La Convention internationale oblige cet octroi de la nationalité à ces enfants parce que si on prévient l'apatridie pour les enfants, ça aide beaucoup pour la prévention et la réduction des cas à long terme. Un plan d'action national est en conception, plan qui permet d'identifier et combler les lacunes du système de la nationalité en Côte d'Ivoire. Le pays a le soutien des Nations Unies. Nous accompagnons le gouvernement qui est en train d'élaborer un plan d'action national qui est en cours d'adoption et qui permettra à terme, n'est-ce pas, de régler les questions, par exemple, d'identification, les questions de réforme, par exemple, légales qui permettent aux uns et aux autres d'accéder à la nationalité ivoirienne. Il y a une volonté manifeste de régler les cas d'apatridie en Côte d'Ivoire, reconnue par les grandes agences internationales, la communauté internationale, puisque en 2015, la Côte d'Ivoire a accueilli la première conférence ministérielle régionale sur l'apatridie. Et c'est vraiment la première. Et le choix de la Côte d'Ivoire était dû au fait que le président de la République s'implique et s'est fortement engagé dans cette lutte contre l'apatridie, que lui-même reconnaît être un fléau. 25 février 2015, la CEDEAO adopte la déclaration d'Abidjan qui reconnaît l'apatridie comme un fléau en Afrique de l'Ouest et s'engage à y mettre fin. Mai 2017, le plan d'action régional qui s'appuie sur cette déclaration est adopté à Banjul. 4 juin 2017, il est validé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO au cours de sa 51e session ordinaire à Monrovia, au Libéria. 12 chefs d'État sur 15 sont présents, signe de l'engagement de la CEDEAO à relever le défi de la fin de l'apatridie d'ici 2024. Pour des informations complémentaires, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie définit les règles d'octroi et de non-retrait de la nationalité uniquement lorsque la personne concernée se retrouverait apatride. Et la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, toujours selon le HCR, prévoit des mesures de protection spécifiques pour les apatrides. La nouvelle est bonne pour la RTI. Le directeur général de la radio-diffusion-télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, préside désormais la commission marketing, vente et communication de l'Union africaine de la radiodiffusion. C'est un instrument qui régule et organise les politiques et problématiques liées à la diffusion en Afrique, nous dit Franck Quadian.
2 réunions conjointes de commission de l'UAR, Union africaine de radiodiffusion à Abidjan. L'instance qui succède en 2007 à l'Union des radiodiffusions, télévision et télévision nationale d'Afrique veut s'adapter aux nouveaux modèles technologiques et économiques. Pour mener à bon port une partie de la barque, la Côte d'Ivoire est choisie. C'est le directeur général de la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, qui va présider pour les 2 prochaines années la commission marketing, vente et communication de l'UAR. À ses côtés, le Ghana à la vice-présidence et le Maroc qui fait son entrée dans la commission comme rapporteur. Il s'agira, pour chacun des problèmes qui se posent, réduire le coût des droits, financer l'union, créer des productions vraiment panafricaines, on peut trouver des mécanismes innovants. Donc notre enjeu à nous, c'est par un travail collaboratif, s'inspirer des meilleures pratiques de chacun des pays, générer une dynamique de groupe pour pouvoir trouver des solutions innovantes aux problèmes des télés africaines. Et ces problèmes renvoient aux questions de financement. Nous avons aujourd'hui un problème de financement de l'UAR avec des cotisations qui ne sont pas toujours payées, qui ne permettent pas à cette union de fonctionner. Et nous avons pensé à un mécanisme innovant à travers lequel chacun des États membres donnerait un peu de temps de publicité. Ce temps de publicité serait commercialisé afin de permettre de collecter les ressources. Générer les ressources avec des méthodes modernes et pourquoi pas absorber par exemple le sempiternel écueil des droits sportifs. Généralement, la plupart des télés ne pouvaient pas payer ces droits en direct et c'était l'État qui était obligé de le faire. Pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, nous avons pu obtenir une légère baisse des droits de cette compétition. Donc ce qui fait des économies. Nos chefs d'État et de gouvernement ont voté en janvier dernier à Addis Abeba une résolution qui nous demande de construire des législations locales pour permettre aux télévisions qui diffusent en clair, ce sont les télévisions public de diffuser tous ces événements-là à des coûts qui soient extrêmement abordables. La commission marketing au travail, la journée du 6 juillet sera consacrée à la commission formation et technologie. Autre actualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance les activités de la nouvelle direction générale de la qualité et des évaluations. Cette nouvelle direction aura pour mission de renforcer le système d'enseignement supérieur afin que ce système soit performant. Regardez. Promouvoir la démarche qualité dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, assurer la certification et l'accréditation dans ces établissements supérieurs, donner une bonne gouvernance et l'éthique. Bref, ce sont là, entre autres, les axes prioritaires de cette nouvelle direction générale de la qualité et des évaluations. Une vision de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue de développer un système d'enseignement supérieur performant et compétitif. Nos établissements d'enseignement supérieur doivent rentrer dans une démarche d'amélioration continue, aussi bien de leur gouvernance, de leurs offres de formation que de leurs activités de recherche. Le lancement de cette nouvelle direction est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de produire un enseignement de qualité. Nous allons nous mettre de façon transversale au service de tous les établissements et toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. L'enseignement supérieur doit pouvoir avancer et doit pouvoir montrer sur le circuit international que nous allons vers la qualité. Nous allons donc vers une bonne évaluation de nos structures d'enseignement supérieur. La Direction générale de la qualité et des évaluations a pour rôle d'élaborer la politique nationale d'assurance qualité d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle sera donc un levier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'événement est de taille pour la Côte d'Ivoire. En ce moment, l'heure est donc à la mobilisation. Il s'agit des 8e Jeux de la francophonie. C'est dans moins de 15 jours. Robert Begremambé, ministre en charge de ces Jeux, a rencontré les députés pour qu'ils fassent la promotion de l'événement. Isaïo Tchona. Les députés ivoiriens apportent leur soutien au ministre Robert Mambé. Ils s'engagent à jouer pleinement leur partition pour le succès des 8e Jeux de la francophonie. Ils l'ont signifié au ministre auprès du président de la République en charge des Jeux de la francophonie. Nous représentons la population. Ces Jeux sont faits pour la population de Côte d'Ivoire et de la sous-région
du monde, je dirais. Donc les députés sont les mieux placés pour vraiment s'approprier ces jeux. Nous sommes élus de la nation, donc nous avons pour rôle de mobiliser toute la nation, que ce soit dans le district et hors du district, pour que ces jeux soient vraiment un succès total. Nous souscrivons pleinement à soutenir les Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur, n'est-ce pas, d'abriter. Nous sommes habitués donc à travailler avec la population et les populations. Nous serons là, nous allons conduire les populations à être présentes, à assister à toutes les manifestations pour que ce soit vraiment un succès. Je lance un appel à tous jeunes de Côte d'Ivoire d'assister aux Jeux de la francophonie pour que ça soit une réussite pour la Côte d'Ivoire. Les parlementaires ont promis de se rendre dans leur circonscription pour faire la promotion de ces Jeux. Ce, pour mobiliser toute la population autour du grand rendez-vous francophone d'Abidjan. Le ministre Robert Mambé a salué leur engagement et leur esprit de patriotisme. Il a indiqué qu'ils seront bientôt conviés à visiter les différents sites des compétitions sportives et culturelles. Ce fait divers, un braquage sur la somme de 4 millions de francs CFA aurait été planifié à Guiglo. Les auteurs et la victime ont été mis aux arrêts. Notre correspondante Eve Boué reconstitue ici les faits. Voici comment les faits se sont déroulés. Ces deux individus arrivent de Diokoué, l'un à bord de ce véhicule de type 4x4 et l'autre sur cette moto. Une fois à Guiglo, le véhicule est stationné devant le CHR, centre hospitalier régional, puis ils empruntent ensemble la moto jusqu'à cette station-service. Leur objectif, braquer cet autre individu, le dépouillant ainsi de la somme de 4 millions de francs CFA retirés à la banque une trentaine de minutes plus tôt pour le compte de son employeur. Après leur forfait, ils retournent au CHR, récupèrent la voiture et cap est mis sur Diokoué. Aussitôt informés, les commissariats de police de Guiglo et de Diokoué mettent en place un dispositif. Et c'est au corridor d'entrée de Diokoué que le motocycliste est interpellé par les forces de l'ordre. Il affirme que la moto appartient au conducteur du véhicule qui le suivait. Ce dernier, une fois au poste de contrôle, présente un laissez-passer spécial Force armée de Côte d'Ivoire FACI. Le véhicule est tout de même minutieusement fouillé et l'on y découvre une Kalachnikov, un pistolet automatique, des munitions, un ordinateur portable et la somme de 1 280 000 francs CFA. Mis aux arrêts, les deux malfrats passent tout de suite aux aveux. Selon eux, la victime de l'attaque est en fait leur complice et que juste après le braquage, ils se sont tous les trois retrouvés à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo pour le partage du butin. 1 500 000 francs pour eux et 2 500 000 francs pour la supposée victime. Pendant ce temps à Guiglo, la victime, ignorant que ses agresseurs ont été arrêtés, se rend à la police porter plainte contre X avec certaines irrégularités dans ses déclarations. Il affirme que durant l'attaque, il y aurait eu des coups de feu et qu'il aurait même été blessé par balle à la jambe. Déclaration démentie par des pompistes présents au moment des faits, l'attaque se serait déroulée sans le moindre coup de feu. Il est donc arrêté pour nécessité d'enquête, mais continue de nier les faits qui lui sont reprochés. L'enquête suit son cours. Les forces de sécurité, quant à elles, saluent les populations et les exhortent à toujours les aider à assurer leur sécurité. Diokoué est un carrefour. Et étant à Diokoué, les différents malfrats font des programmes. Faut-il y aller à Guiglo? Faut-il aller à Man? Faut-il aller à Daloa? Donc c'est au niveau de Diokoué que tout se passe. Donc nous demandons à la population de notre localité de vraiment nous faire confiance, de continuer à nous faire confiance, de nous donner beaucoup d'informations. Voilà, sans information, nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous avons embarqué la population dans notre nouveau paradigme sécuritaire qui est la police de proximité. Nous demandons à la population de toujours continuer à aider sa police parce que nous sommes là pour elle. Il est aussi important de relever la réaction rapide des forces de sécurité de Diokoué et de Guiglo, leur action conjointe et la franche collaboration entre les éléments des deux commissariats de police. Toutes choses ayant permis d'aboutir à ces résultats. Hors de nos frontières, l'Allemagne exerce cette année la présidence tournante du G20 et Angela Merkel a choisi sa ville natale, Hambourg, pour y recevoir les 35 délégations du sommet qui aura lieu demain vendredi et samedi 8 juillet. Le choix de la capitale du nord de l'Allemagne pose un défi logistique et sécuritaire considérable. La ville va connaître 3 jours de quasi-état d'urgence. 30 manifestations sont annoncées pendant la durée du sommet.
Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Michel Mambo et Adama Koné. Merci de votre fidélité.